Soyez tous les bienvenus sur Entre là, le podcast qui tisse des liens pour grandir, s'épanouir et se réjouir. Si les ressources terrestres sont limitées, il existe encore cependant des espaces sans limite. Une immensité à portée de cœur et de main. L'infinie richesse est dans nos liens. C'est cette richesse-là, cette immensité-là, que j'ai envie avec vous de révéler et de partager. Cher auditeur, cet épisode est pour toi, entre là. Nous vivons une époque épique, période trouble sans aucun doute. Monde volatile, incertain, complexe, ambigu, on vous l'a déjà tellement dit, où chacun cherche des repères, un sens, un avenir désirable et les moyens de le faire advenir. Au-delà des menaces, il nous faut des propensions collectives positives, autrement dit, un élan naturel qui devienne collectif et qui nous invite tous au meilleur. À ce monde fraternel, lumineux, créatif et joyeux dont nous parlons sur ce podcast et dans des milliers d'autres lieux. Ce monde-là, vous en rêvez peut-être depuis l'enfance et vos grands-parents déjà avant vous. Alors, qu'est-ce qui fait qu'il aurait des chances aujourd'hui de se concrétiser après des milliers d'années de belles et bonnes choses, mais aussi de beaucoup de violence et de domination? Ce monde-là, comment est-ce qu'il pourrait émerger? Pour aborder ces sujets essentiels, je vous propose de passer aujourd'hui un moment en compagnie d'Olivier Frérot. Ingénieur, diplômé de l'école polytechnique, de l'École nationale des ponts et chaussées, Olivier Frérot a commencé sa carrière dans la fonction publique. Il a occupé des postes de directeur dans plusieurs directions départementales. Ensuite, il a dirigé l'agence de l'urbanisme de Lyon. Il est aussi devenu vice-recteur de l'Université catholique de Lyon. En 2016, il a créé Philométis. Il est maintenant conférencier, consultant, animateur de séminaires à la coopérative d'entrepreneurs Oxalis. Vous l'aurez compris, en étant au cœur du système, il a pu voir comment ce système, comment nos gouvernances, comment notre civilisation évoluait. Ce qui lui a permis de mener une analyse qu'il va nous partager aujourd'hui et qu'il partage aussi dans ses livres. L'avantage de son analyse, c'est qu'elle nous permet de comprendre les évolutions en cours. Et cette compréhension-là peut devenir un point d'appui pour agir avec justesse. Avec Olivier, nous allons parler de l'émergence de ses livres et de sa pensée. Qu'est-ce qui a suscité sa réflexion sur ce monde qui change? À quel constat est-il arrivé? Comment explique-t-il les mutations en cours? Qu'est-ce qui émerge? Vers où et où allons-nous? Et comment y allons-nous? Bonjour Olivier, vous avez écrit 8 ouvrages sur les mutations en cours, l'émergence d'une société neuve et vive, une civilisation de la vie. Qu'est-ce qui a suscité cet élan? D'où vient votre analyse? Je pense que depuis mon enfance, j'ai envie de comprendre. J'ai besoin de comprendre. C'est le mot que j'utiliserais. Comprendre notre monde. Aujourd'hui, comprendre cette complexité, comprendre le bazar, je dis souvent, le brouillage. Et sur la quinzaine d'années qui viennent de se passer, une réflexion assez cohérente en tous les cas pour moi, c'est déployée que je propose, voilà, assez simplement, on va dire, à travers des conférences et puis aussi à travers des livres, parce que quand j'ai démarré, j'ai eu besoin d'écrire et j'ai écrit. Et un éditeur, Chronique Sociale, qui est un petit éditeur lyonnais, m'a accueilli, a discuté avec moi, il m'a dit banco, on y va. Et ce qui m'intéresse fondamentalement, c'est penser avec d'autres pour comprendre ce qui se passe, comprendre et agir, mieux comprendre pour mieux agir. Et pour être plus concret encore, qu'est-ce qui s'est passé en vous, autour de vous, qui a suscité cette prise de conscience et l'analyse qui a suivi? Mes enfants m'ont bousculé. Nous avons 4 garçons, dont 2 enfants adoptés, et ce que je prévoyais pour eux, ça s'est pas réalisé, et mes schémas ont été mis par terre. J'ai dû un peu m'accrocher aux branches aussi, de ce point de vue-là. Et puis dans ma vie professionnelle, eh bien, j'ai une casquette d'ingénieur des ponts et chaussées que j'ai déposée depuis, et j'ai vu à l'intérieur même des structures publiques, le ministère de l'équipement de l'époque, puis ensuite les grandes collectivités, comme un vrillement, comme une intelligence qui s'affadissait. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe au tournant des années 2000 à peu près? Et je me suis dit, qu'est-ce qui se passe dans le tréfonds de notre société, alors qu'en surface, apparemment, il y a rien ne change, mais en fait, il y a quelque chose qui se grippe. Il y a une énergie créatrice, une énergie sociétale qui est en train de se tarir, quoi. J'ai vraiment ressenti ça. Et donc, alors que moi, j'ai été biberonné à la modernité technique, technoscientifique, au management public, je me suis dit, mais ça marche plus, quoi.
Il faut que je reprenne qu'est-ce qui marche plus. Vous pouvez donner un exemple de choses qui marchent plus? J'ai dirigé une direction départementale de l'équipement. Je sais pas si ça parle encore aux personnes qui nous écoutent. En tous les cas, les jeunes étudiants à qui je parle, ça leur parle plus déjà. Ça a disparu il y a une dizaine d'années, ces structures, notamment à Saint-Étienne. Et il y a un problème de transport entre Lyon et Saint-Étienne. Il y a une des toutes premières autoroutes de France qui a été créée dans les années 60, qui est saturée. Bon. Et il y avait un projet autoroutier, deuxième projet autoroutier des années 80-90. Et je sentais, moi, quand j'étais directeur de l'équipement, donc j'étais vraiment sur ces sujets-là, que c'était pas la bonne réponse. Qu'il y avait un problème de transport, il fallait qu'on travaille sur la question des déplacements, des modalités de transport. Et il n'y avait pas que la réponse autoroute. Et mon ministère et les gens avec qui je travaillais, les élus, ils pouvaient pas penser autrement qu'autoroute comme réponse. Mais je dis, mais il faut faire autrement les choses. Et comme un durcissement, un étrécissement de la pensée, ou une réponse technique bloquait la pensée. Et c'était l'échec. Alors, cette autoroute, heureusement, c'est pas faite. Elle se refera jamais, de mon point de vue. Mais j'ai dit, mais comment ça se fait que il y a comme ça, un appauvrissement de la pensée qui fait que on propose une réponse qui n'est plus adaptée aux temps qui viennent parce que les temps sont devenus plus complexes. Il faut mettre d'autres choses dans l'équation de la question du transport et que donc la réponse sera à inventer. Donc ça avait vraiment été assez déterminant. J'ai dit tiens, j'ai revécu à la communauté urbaine de Lyon de l'époque, dans les années 2008-2010, un peu les mêmes formes, je dirais, d'une certaine routinisation de la pensée technique qui se bloquait. Et je pense qu'aujourd'hui, enfin, ce qu'on voit dans nos institutions publiques, c'est un peu tout à l'avenant, comme un durcissement des procédures et une incapacité à inventer du neuf. Est-ce que ce que vous voulez dire, c'est que comme les anciennes manières de faire ne fonctionnent plus, les gens ne se sentent plus en maîtrise, donc ils essayent de contrôler davantage, faute de pouvoir maîtriser ce qui se passe? Est-ce que c'est ça? Non, c'est comme ça que je pense ça, c'est que la volonté de toute maîtrise, effectivement, par les normes et le contrôle, empêche toute créativité d'arriver, quoi. D'ailleurs, moins on en fait, plus on en parle. Et donc, je me suis mis à dire, d'où vient que le corps des ponts et chaussées, il y a 3 siècles d'existence, hein, il a été créé en 1716, il a été extrêmement fécond, mais en ce début du XXIe siècle, il devient infécond. Comment ça se fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? Donc ça, donc je connais bien l'intérieur, cette aventure-là, on va dire, de l'ingénieur savant. Et pourquoi il faudrait aujourd'hui qu'on arrête, qu'on fasse un musée, qu'on célèbre les belles choses qui ont été faites et qu'on passe à autre chose. Et bien, je sais pas si vous avez remarqué, mais notre première ministre aujourd'hui, Madame Borne, elle est ingénieure des ponts et chaussées. Ce qui est logique, mais elle peut pas nous inventer des choses nouvelles de ce lieu-là. Voilà ma pensée assez subversive. C'est-à-dire qu'ils sont trop formatés, en fait, par tout un système Exactement, dans lequel ils ont oui. grandi. Et ce que je comprends aussi en vous écoutant, c'est qu'on a beau essayer de mettre de l'intelligence collective, si on est qu'entre gens qui pensent de la même manière, on va pas en faire davantage, Oui. sans doute. Et puis peut-être même elle va pas marcher parce que les structures sont pas faites pour ça. Votre analyse, si j'ai bien compris, c'est qu'on peut pas forcément réformer ces organisations de l'intérieur, mais il s'agit de les laisser s'écrouler progressivement, de construire autre chose à côté. Alors là, vous êtes sur une question lourde. Comment je vais présenter ça? C'est la notion des institutions publiques. Effectivement, je viens en partie de ce monde-là et ça m'a intéressé de voir comment une institution qui est faite pour nous faire vivre ensemble en société, hein, les institutions sont nécessaires pour pas qu'on parte en guerre civile. Mais ma pensée petit à petit s'établit sur le fait que les institutions sont liées aux civilisations et que les civilisations, donc on reviendra peut-être sur cette notion de civilisation, elles naissent, elles se développent et elles meurent. Ça dure plusieurs siècles. Il y a des cycles. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans la fin d'un cycle et le début d'un nouveau. La fin d'une civilisation et le début d'une toute nouvelle. Et les institutions donc qui aujourd'hui peuplent notre espace collectif, les institutions de politique notamment, les collectivités, l'État, les syndicats, tout ça, ce sont des institutions de la modernité technoscientifique, je commence à dire un peu les grands mots, qui sont faites pour voir le monde rationnellement. C'est le mot clé de la modernité qui prend son envol au XVIIe. Et le corps des ponts est là-dedans est magnifiquement archétypal de ça. Et donc, ces institutions, eh bien, elles rapatrient dans leur face, dans leur raison d'être, d'une vision rationnelle du monde, les événements qui arrivent. Et tout ce qui n'est pas rationalisable, ça n'existe pas. Et donc, ma pensée, c'est que les institutions, à un moment donné, eh bien, elles sont plus ajustées aux émergences nouvelles dans les valeurs profondes. Si effectivement, et c'est avec d'autres, je pense ça, que les valeurs principales ne sont plus les valeurs de la rationalité, mais deviennent des valeurs liées, valeurs au sens de force de vie, au sens valeur latin, le mot latin force de vie, deviennent des valeurs relationnelles. Ce qui va devenir le plus précieux pour nous, c'est de prendre soin des relations entre les humains et tous les vivants.
et la planète, si c'est ça qui compte, eh bien, le corps des ponts et chaussées et les autres institutions fondées sur la puissance du rationnel sont inadaptées. Mais elles peuvent pas faire autre chose que rationaliser le monde. Parce que c'est leur job. Et donc, elles deviennent inajustées et on peut plus à ce moment-là les réformer. Vous voyez, on les a réformées quand on partageait toujours à peu près les mêmes valeurs, mais elles changeaient un peu de forme, mais c'était toujours ça quand même. Mais là, en fin de cycle civilisationnel, elles peuvent plus le faire. Elles se crispent, elles durcissent, elles deviennent excessivement rationnelles. En fait, ça devient irrationnel. Donc, elles nous font vraiment des choses qu'il ne faut pas faire. C'est pour ça que je dis, il faut faire un musée et on arrête. Or, on fait pas ça, au contraire, traditionnellement. Et donc, ça nous emmène dans un endroit où il faut pas aller, quoi. Ouais, c'est ça que je propose. Par contre, on y reviendra sans doute, une communauté humaine qui fait des choses, une entreprise. Je propose un peu de changer le nom dans les temps qui viendront, on y reviendra peut-être. C'est différent. Elles sont pas sur les valeurs d'une société. Elles sont sur du faire ensemble. Et donc là, dans une entreprise, eh bien là, on peut sûrement changer les valeurs si les humains veulent bien. Mais une institution, c'est pas une entreprise. Une institution, c'est pour protéger les valeurs d'une civilisation. C'est ça un peu la pensée fondamentale et qui est très difficilement recevable par beaucoup de gens qui croient encore, parce que ça a eu marché, quoi, que ces actions vont encore nous protéger. Or, nous constatons, et je constate, et je pense que je suis pas le seul, qu'elles nous faisaient du bien et elles nous font de plus en plus, éventuellement même de mal. De généreuses, elles deviennent, elles ne font plus leur job, quoi. Et je pense que c'est pas tellement, on va pas rattraper le truc. Là, on est dans cette question de logique du changement qui voudrait que face à quelque chose qui ne fonctionne plus, il fallait faire un pas de côté et puis prendre une autre perspective et faire les choses différemment. Mais faute d'y arriver, on persévère, on fait plus de la même chose et donc plus de pire. C'est exactement ça. Et c'est ça, comme vous dites, ça fait plus de pire. Et quelque part, faut pas leur en vouloir, au sens où elle peut pas faire autrement. Donc, faut seulement prendre de la distance. Et donc je dis, moi, je suis parti. Et je laisse les morts enterrer leurs morts. Je suis un peu violent, mais c'est une parole de l'évangile, hein. Allez, va du côté de la vie, quoi. Là, si c'est devait mortifère, tu vas mourir avec eux si tu restes. Donc, je me détache et j'essaie d'aller là où il y a, on va peut-être en parler sûrement, de la vitalité qui arrive, de l'émergence nouvelle. Ça m'intéresse parce que je suis un vivant, comme vous. Alors, je ne sais pas si on va pas reprendre tout le livre, quoique j'aimerais bien, mais l'analyse que vous faites, est-ce qu'on peut la brosser rapidement, en fait, ces changements de civilisation et ce vers quoi on va aujourd'hui? Oui, ça nous faudrait du temps. Donc, je vous dis, ça dure plusieurs siècles. Donc, je pense que aujourd'hui, donc, s'épuise cette vision qui fut très féconde, d'une vision techno-scientifique du monde, avec la découverte, des lois physico-mathématiques, 17e, 18e, 19e, et où les humains d'Occident, équipés de ces découvertes et de la technique qui sont mises à développer à partir de la science, eh bien, se sont devenus surpuissants. À tel point que la vision humaniste des Lumières a été aussi une vision technique, c'est-à-dire que nous allons exploiter la nature au service des humains. C'était ça là, et ça a pas mal marché, quoi. À tel point que la nature elle n'en peut plus et que les humains d'exploitants se devenaient eux-mêmes exploités. Et aujourd'hui, quand on regarde un peu ce qui se passe avec les algorithmes, eh bien, on voit que nous sommes nous-mêmes objectivés par les algorithmes, pas justement par toutes les normes et de libératoire, cette technique devient oppressive. C'est ça la tragédie qui nous arrive. La technique, elle a été faite pour libérer les humains, et là, en cette fin de période civilisationnelle, elle se retourne contre nous pour nous coincer dans un coin, pour nous aliéner, nous dominer, et c'est pour ça qu'on est mal, quoi. Donc ça, c'est, je dirais, le mainstream qui est comme ça. Et que les institutions, elles y contribuent, c'est en fait pour ça. Et dans les marges, qui seront demain le centre, apparaissent de nouvelles valeurs autour de prendre soin des relations. Il me semble, Gaël, que c'est ce qui vous anime, vous, et de plus en plus de personnes, et je pense que des gens qui nous écoutent aussi. Et que donc là, il y a des nouvelles façons d'être ensemble, de faire ensemble, nous les humains et avec les autres vivants qui apparaissent. Il y a toute une nouvelle cohérence intellectuelle qui apparaît de ce côté-là. De ce que c'est que la science, que c'est que la connaissance, que c'est que la spiritualité, que c'est que la croyance, que c'est que les institutions, etc. Et c'est ça qui m'intéresse de penser et de nommer pour montrer que une nouvelle cohérence. Moi, je suis plutôt sur le champ intellectuel, hein, même si quand une situation démarre, c'est plus profond, bien sûr, hein, c'est du côté d'une force de vie qui se lève, on est plutôt du côté du spirituel, hein, du souffle qui monte, quoi, mais qui a besoin aussi, parce que nous sommes aussi des êtres de pensée, nous les humains, d'être mis en pensée. Et moi, mon job, si je puis dire, c'est de dire, voilà, ça tient debout. Mais il y a une incompatibilité
paradigmatique entre la modernité rationnelle, qui a été très cohérente elle aussi et belle pendant 400 ans, mais qui est épuisée dans sa fécondité, qui nous emmène dans le mur, comme je disais, et qui de libératrice maintenant devient oppressive, et une nouvelle dynamique civilisationnelle apparaît, qui est radicalement, au niveau de la racine, différente. Oui, puis qu'on a besoin de comprendre aussi, on fonctionne avec un cœur, un corps, un esprit, et puis donc vous apportez au moins l'esprit qui permet de comprendre où est-ce qu'on en est. C'est vrai que quand je vous lisais, je repensais à Jacques Ellul qui disait que le problème de la technique, c'est que tout ce qui est technique faisable va être fait, non pas parce que c'est bon, mais parce que c'est faisable. Et puis effectivement, cette vision rationnelle qui en fait occulte tout ce qui n'est pas dans son champ de vision, cette vision scientifique qui a une certaine méthode, qui est la méthode scientifique, mais qui va avoir tendance à générer toujours de la même chose, puisqu'en fait, ce sont des personnes qui s'aggréditent entre elles et puis qui donc vont se noter en fonction de ce qu'elles connaissent déjà et ce qu'elles ont déjà fait. Donc ça permet pas très facilement d'accueillir du neuf et surtout de nouvelles façons de voir le monde, quoi. Mais c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Je pense que ce que Ellul nous dit en avance sur beaucoup d'autres, c'est ça. La science moderne a enfanté la technique par la technoscience, et la technique s'est sauvée, s'est échappée de la science. Là, il n'y a plus beaucoup de science aujourd'hui, au sens d'une compréhension, je dirais pas contemplative du monde, parce que ça c'est beau toujours. La technique s'est échappée et tout ce qui est faisable sera fait, vous l'avez dit. Ce fut pour le meilleur, ça devient pour le pire. Et c'est ça que j'appelle tragique, parce que ça, nos institutions ne peuvent pas remettre la technique dans ses clous, parce qu'elles sont faites justement pour développer la technique. C'est leur job, quoi. Et on le voit vraiment, ça. La technique, aujourd'hui, c'est la numérisation du monde, c'est l'algorithmisation du monde, c'est l'activation forcenée du monde. Et c'est tragique, ça. Et donc, on dit, halte là, comment on va reprendre la main démocratique sur ce qu'il faut ou pas faire? Eh bien, nos institutions ne peuvent pas le faire aujourd'hui. Elles sont parties dans une folie, en fait. Et je pense que les humains que nous sommes, alors il y a donc eu quelques personnes avant, et même avant Ellul, qui disaient ça, mais ça augmente le nombre d'humains, et pas seulement en Occident, qui disent, attendez, là, ça déconne votre affaire là, parce que nous ne sommes pas justement uniquement des paquets de big data. C'est les robots qui sont comme ça. Et le robot, il me dit à moi humain, mais qui es-tu toi? Si tu es qu'un paquet de big data, je te remplace. Et donc c'est intéressant les robots pour dire, mais et toi humain, en quoi es-tu différent ontologiquement de moi? Eh bien moi, ce qui est signification par rapport à toi robot, c'est là où je suis intelligent, c'est justement ce qui n'est pas rationalisable, ce qui n'est pas dataisable. C'est la vie qui surgit de je sais pas où. Ça, c'est mon intelligence intuitive, affective, relationnelle, émotionnelle, spirituelle. Alors là, on peut commencer à discuter ensemble. Et donc, je trouve ça intéressant aujourd'hui. C'est ça qui est pas dit. Oui, bien sûr, on peut se méfier des data et des algorithmes si on n'est que des êtres rationnels. Oui, ben non, peut-être on a intérêt de nous remplacer par des robots, parce qu'on est en plus, on n'est pas des bons robots, nous, on est faillibles. Mais si au contraire, je dis, mais au fait, ce que je vais, pour m'humaniser, parce que je pense qu'on n'est pas au bout de l'humanisation, justement, aujourd'hui, c'est de ce côté-là que ça se passe, quoi. Mais nos institutions sont incapables de recevoir ça, vous voyez. Moi, ce que je comprends, et du coup, vous me direz si je me trompe ou pas, c'est qu'en fait, quand on est dans n'importe quelle situation, on capte des tas de choses. Certaines vont à notre conscience, d'autres pas, mais les autres sont captées par notre intelligence émotionnelle, par toutes nos autres formes d'intelligence. Ça va générer ou pas des émotions, des impressions, des sensations qui vont, elles, pouvoir devenir de l'information si on les laisse remonter d'une certaine manière, si on les met en lien, etc. Et ça, effectivement, je pense qu'un robot ne peut pas faire ce genre de choses. C'est tout à fait ça. Parce que c'est un joli mot, intelligence. Intelligérer, c'est lié c'est faire le lien entre tout ce que vous dites de nos même le mot capteur est déjà trop technique, vous voyez. Voilà. Et le partager ensemble. Et là, on sent bien que l'intelligence dite collective, c'est à ce moment-là qu'elle devient effectivement collective. Alors, c'est vrai qu'il y a des méthodes pour la déployer, mais ça, c'est génial, quoi. Enfin, c'est quelque chose qui est, mais il faut l'expérimenter en soi-même. C'est de l'expérience profonde, ça. Mais si on n'a pas expérimenté ça, j'en parle, ça glisse sur les plumes du canard, les gens comprennent pas, quoi. Mais si je l'expérimente, ça a bon goût, quoi. Il y a un goût de joie, il y a un goût de vie profonde, il y a un goût d'intensité, et j'ai envie d'y revenir. Donc la question, c'est comment, c'est le cas un peu de notre jeunesse aujourd'hui, comment leur proposer et qu'ils arrivent à vivre ça. À ce moment-là, ils vont expérimenter des choses nouvelles, mais à partir de là, quoi.
On arrive à trouver des brèches. Avec une amie, on fait des ateliers en collège. On arrive comme ça à vivre des expériences très simples, mais avec une qualité de présence qui effectivement fait émerger quelque chose chez eux, et très naturellement, très simplement. Donc c'est possible, effectivement, je pense que c'est lié à une qualité de présence qui va être contagieuse, en fait, qui va ouvrir des choses chez les autres. Oui, Ouais. le mot présence est très important. Présence au monde. Peut-être pour qu'on puisse comprendre, c'est intéressant aussi de voir ce qui s'est passé dans les autres civilisations, sans vous faire reprendre tout le livre, mais ça permettrait peut-être à ceux qui nous écoutent de comprendre finalement comment on est passé de l'une à l'autre et comment c'est possible, du coup, de passer de celle-ci à quelque chose d'encore Alors meilleur. effectivement, le cœur de ce petit livre-là, c'est ce que j'appelle la matrice des civilisations, et c'est un recul sur à peu près 3000 ans d'histoire sur le passage. Donc là, je fais un peu en gros 5 civilisations. Donc je raconte cette histoire où dans ce que j'appelle le Grand Occident, Europe, Méditerranée, Proche et Moyen-Orient, donc cette grande ère qui vit ensemble en fait depuis fort longtemps. Comment depuis moins 3000, enfin 3000 avant Jésus-Christ jusqu'à aujourd'hui, 5 civilisations se sont un peu succédées, et le passage de l'une à l'autre est en général ça se passe pas bien, quoi. Donc quand on passe du Moyen Âge à la modernité, il y a les guerres de religion là au XVIe siècle. Ça effondre la magnifique situation du Moyen Âge, où les institutions ecclésiastiques majoritairement de ce moment-là se retournent contre elles-mêmes, ils font la guerre civile et religieuse, et ça repart avec la modernité, avec des nouvelles institutions à ce moment-là. Et ça s'est passé aussi avant l'effondrement de l'Empire romain d'Occident, pour ce qui concerne l'Europe. Et puis j'ai un autre moment où ce que je dis, c'est l'émergence de la philosophie en Grèce, donc c'est-à-dire une vision rationnelle du monde qui démarre vers le 5e, 6e siècle, à partir d'âges mythiques qui sont magnifiques aussi, d'ailleurs aujourd'hui, qui sont bien regardés parce qu'il y a bien de ressources là pour penser les temps qui viendront. Donc il y a 5 grandes civilisations qui sont toutes belles et cohérentes, mais qui sont radicalement différentes l'une de l'autre. Donc passer de l'une à l'autre, ça se passe difficilement. Mais ça s'est passé. Donc on est dans un tel passage aujourd'hui vers ce que j'appelle la situation de la vie une, parce qu'il y a comme une unité de la vie qui nous anime, qui nous enthousiasme, hein, et que là je regarde par exemple des arbres dans la rue, et oui, il y a, je sais pas, 600, 700 millions d'années, nous avons un ancêtre commun, donc cet arbre, ce platane, c'est un frère, c'est une sœur. Et donc, si c'était un frère ou une sœur, je peux pas le massacrer, il y a quelque chose là. Alors les mythes nous disaient ça déjà, mais la science nous le redonne, et ça qui est assez formidable aujourd'hui. On est comme réunifié par la vie et émerveillé de la diversité des formes de vie. Et notre boulot, nous les humains, c'est pas d'exploiter au service des humains, c'est de faire grandir toute vie, c'est d'augmenter la biodiversité. Alors qu'aujourd'hui, on la massacre. Donc c'est un peu ce passage-là, vous voyez, il y a quand même ça peut pas se passer bien ensemble, quoi. Oui, c'est comme un accouchement, c'est un peu difficile, mais ça peut finir bien. Alors ça va finir bien, ça va finir bien, donc je suis positif si ce mot convient. Mais aujourd'hui, on est dans le passage avec quand même un durcissement des institutions au niveau planétaire, hein, et avec une violence qui monte, pour les raisons qu'on a dit au début. Donc moi je dis, pour pouvoir pas paniquer, pas s'effondrer en fait, dire, il faut faire le deuil de cette situation moderne qui fut belle mais qui marche plus. Il faut voir un horizon de lumière pour changer de croyance, pour changer de système de croyance. Si vous voyez pas un horizon de lumière où ça vaut peut-être le coup d'aller, vous pouvez pas changer. Donc c'est le déni, c'est ça le déni. Si on change son système de croyance, on s'effondre nous les humains. On a besoin. On ne sait pas pourquoi on est là sur la planète Terre. Donc on s'invente des raisons d'être là, et c'est ça les civilisations et les cultures, les histoires, les mythes qu'on se raconte. Mais quand on change de mythe, c'est très dangereux pour les sociétés. Parce qu'il y a un vide qui se passe. On peut pas changer comme ça, il faut qu'un autre commence à apparaître de façon ténue, à signaux faibles, et c'est ce qui se passe en ce moment, dans les marges, qui demain seront le centre. Et moi, c'est ça que je propose de faire, de dire, regarde de ce côté-là. Ah oui, là, il y en a qui sont passés là, sur l'autre versant de la montagne, ils ont l'air bien, quoi. Ça a l'air d'être joyeux, créatif. Allez, on y va. Bon, c'est ça un peu que je vous propose, hein, de dire, oui, ça tient debout intellectuellement, parce qu'on a besoin aussi de ça. Je pense que spirituellement, c'est gagné déjà, hein, puisque la modernité technique, elle a plus de jus spirituel, au sens d'enthousiasme, hein, qui soulève. Par contre, elle a encore une cohérence intellectuelle. Hein, et là, l'affrontement a lieu en ce moment, et il est assez violent. Il va monter. Donc, je me situe dans ce cadre-là, de dire, allez-y, ça tient debout. C'est pas béni oui, c'est, vous êtes au service d'eux, prendre soin d'eux. C'est pas exploité. Quand je suis, comme vous, j'ai compris Gaël, dans mon jardin, là, je dis, mais oui, je contribue à la croissance de la biodiversité, je prends soin d'eux avec d'autres. Il y a quelque chose en moi qui est heureux de ça, qui est joyeux de ça. Donc ça tient debout. Voilà, c'est ça un peu ma matrice. Voilà, prendre beaucoup de recul pour dire, bon, ok, c'est ça qu'on est peut-être en train de vivre. Et donc, allez, on y va. Et donc, on regarde les temps qui viennent, qui vont être difficiles, pour pas dire tragiques, je crois, et pour pouvoir préparer déjà
Parce que après l'effondrement, c'est un mot quand même qui est pas à mettre à la poubelle. Je sais pas sous quelle forme ça va se passer. Là, c'est déjà là et on rebâtit, quoi. Ça veut dire que des gens qui ont déjà fait une forme de transition, de mutation individuelle ou collective dans des petits collectifs vont être des phares, des points d'appui pour les autres, c'est ça? Absolument. Alors, mutation dans ce sens de prendre soin de toute vie, hein. Parce que ceux qui sont dans la ligne du transhumanisme, eux, ils disent qu'il faut leur mutation. Je crois pas, moi. Ils sont dans la ligne d'une vision mathématique du monde. Ça, c'est l'axiome de Galilée. C'est 1623, hein, il y a 400 ans. Galilée, il écrit, le monde est écrit en langage mathématique. Et le transhumanisme et toutes les sciences du numérique sont dans cette ligne-là. Effectivement, le monde n'est que des datas. Ceux-là, effectivement, moi, ils font pas leur mutation. Ils sont dans la continuité. Et ceux qui font leur mutation vers, vous en faites évidemment plus que partie, et vous invitez à faire, oui, là, on est en train de se reconnaître. Et c'est ça qui est magnifique. Je te reconnais, tu me reconnais, nous nous encourageons parce que on va s'entraider aussi, parce que comme on va devoir tenir le coup vraiment dans un monde chaotique et difficile, il faut qu'on s'encourage, qu'on se tienne aussi les coudes, hein, pour dire oui, vas-y. Et moi, mon boulot, si je puis dire, c'est dire vas-y, ça tient debout intellectuellement, c'est bon, on va y arriver. Je sais pas tout à fait par où ça va passer, parce que c'est vous qui êtes en train de cheminer, mais vas-y, c'est bon, ça tient. Oui, puis c'est Margaret Mead, la célèbre anthropologue, qui disait, mais c'est toujours des tout petits groupes qui ont changé le monde, donc faut pas s'inquiéter que ça soit pas majoritaire. C'est pas le sujet. Oui, ça c'est un peu mystérieux. À quel moment ça bascule, je sais pas trop répondre. L'idée du chiffre, ça c'est vraiment la modernité qui veut tout mettre en chiffres. À quel moment, j'en sais rien. Voilà, on fait le job et puis on verra bien. Ça m'appartient pas. Oui, absolument. On est au service d'une cause qui nous dépasse. C'est quoi votre vision? Comment vous imaginez cette vie une? À quoi elle ressemble? Comment on y vit? Qu'est-ce qui a de l'importance? Quand je reprends le jardin, hein, au sens large du mot, hein, ou la forêt, c'est la communauté des vivants. Moi, voilà, la communauté des vivants, dont les humains, sont là pour s'émerveiller et faire croître toute vie dans toutes les formes. C'est ça le job. Bien sûr, les questions très concrètes se posent en permanence, donc il y a des débats éthiques en permanence. Mais à la table de discussion, à la table de négociation, à la table de délibération, il n'y a pas que les humains dans leur diversité. Il y a aussi les autres vivants. Il y a des rivières, il y a des forêts, il y a des montagnes, il y a des espèces. Donc c'est là on est en train d'inventer un peu dans les marges. Il y a des protocoles. Nous sommes des êtres parlants avec des paroles. Qu'est-ce que dit la fourmi, quoi. Donc ça, c'est comment on va. Alors bien sûr, il peut y avoir des éthologues qui vous racontent des trucs, mais justement, c'est pas que ça. C'est comme ça passe par la sensibilité, par l'intériorité, par des canaux quelque peu invisibles de la rationalité. Donc c'est ça qui est en train de s'inventer pour discuter tous ensemble, pour trouver des solutions aux problèmes qui nous assaillent. Et on en a beaucoup. Et on va en avoir encore. Donc c'est ça, c'est que déjà trouver une façon de discuter. Je prends des mots assez très anthropomorphisés, mais parce qu'on a que ça sous la main, hein, mais les élargir. Donc déjà élargir ça. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est que quand les humains se décentrent et mettent d'autres vivants avec eux pour réfléchir, nos tensions entre nous s'apaisent. On se dispute moins. D'abord, on peut le comprendre dans la pensée, mais surtout, il faut l'expérimenter. Tout d'un coup, on se chamaillait en permanence. On est toujours entre nous, quoi. À la Chambre des députés, ils sont entre eux, les humains. Et ils se chamaillent comme des malades. S'ils faisaient venir là des représentants des autres lieux, espèces, je pense, je suis même sûr, que des nouvelles solutions vont apparaître. Quand on est planté sur un problème, parfois il faut prendre le point de vue de Sirius. Et là, ah oui, tiens, on n'avait pas vu cette solution-là parce qu'on n'était pas dans le scope, quoi. Bon, déjà, moi, ça me fascine. Et d'inventer ces rituels aussi, comme on dit aujourd'hui dans certains milieux, qui donnent des perspectives. Après, donc la vocation de l'humanité n'est plus de dominer, mais de servir, donc se faire grandir. Ça me plaît, quoi. Je pense que dans un jardin, on expérimente ça. Donc c'est pas une volonté de puissance. C'est comme si la vie me traverse et, vous voyez, je bouge des petites choses. Donc mon action est importante, hein, mais elle est fine, quoi. Quand je dis moi, c'est le collectif aussi, hein. Voilà ce que je ressens. Maintenant, nous sommes en train d'inventer. Alors, ça se passe. Alors, où est-ce que ça se passe, ça? Au niveau un peu groupal, quoi. Donc, c'est plutôt des petits groupes, hein. On va dire des éco-villages, des tiers-lieux. Enfin, c'est des mots qu'on utilise qui sont assez à la mode, mais enfin, c'est quand même ça aussi qui se passe, hein. Et sur toute la planète. Mais c'est vrai qu'il y en a qui sont un peu plus en avance. Les peuples dits premiers, les peuples dits racines, sont bien redevenus premiers. Donc, ils ont beaucoup à nous enseigner d'eux. Parce que eux, ils ont pas trop perdu cette affaire-là, quoi. Alors, il ne s'agit pas de mettre la science et la technique à la poubelle, hein. Il s'agit de reprendre le contrôle pour la remettre à disposition de faire croître la vie. Et c'est ça le job. Je ne sais pas très bien comment on va y arriver, hein. Si nous sommes habités par ce désir, par cette conviction,
nous, les humains, on va faire des choses merveilleuses, quoi. Et vous me faites penser à La Belle Verte, là, le film de Colin Serrault, je ne sais pas si vous l'aviez vu. Alors, on a souvent parlé, mais je l'ai pas encore vu. Mais je crois que c'est ça, oui. Vous avez raison. Je crois que c'est ça, effectivement. On peut s'appuyer sur plein de choses pour faire émerger cette civilisation. Donc, il y a toutes les expérimentations qui sont faites par de petits groupes dont vous parlez. Il y a cette compréhension que vous apportez qui permet de se dire, mais oui, en fait, on peut avoir un peu moins peur parce qu'en fait, c'est possible, parce qu'il y a un chemin et qu'il y a une issue et qu'en plus, de l'autre côté, c'est meilleur que ce qu'on est en train de goûter là. Sur quoi on peut s'appuyer encore, à votre avis? Là où ça s'invente, où est-ce que ça s'invente aujourd'hui? C'est dans des communautés humaines qui font des choses. Dans la modernité, ça s'appelle une entreprise. Donc je propose un peu de changer le mot, de dire entreprendre, c'est prendre, vous voyez, c'est on prend quoi, et d'appeler ça des entredonnes, pour s'entredonner les choses. Et c'est là que ça se passe. Donc c'est là qu'il faut être. Donc les nouvelles institutions de l'association de la vie une, elles émergent, elles sont en train d'émerger. C'est des règles de vie qu'on se donne. On dit ça c'est comme ça qu'on va faire, qu'on va délibérer, qu'on va discuter. Donc c'est ce qu'on appelle les institutions, des règles de vie quoi. Donc c'est là que ça se passe, si je puis dire. Et plus dans nos institutions qui elles peuvent pas le faire pour les raisons que j'ai expliquées tout à l'heure. Donc c'est là que j'essaye d'être. Moi j'essaie d'être dans pas mal d'endroits et de penser à partir de ce qui se passe. Parce que si je projette ma pensée devant, en fait, la pensée, elle n'est pas créative. Elle répète ce qu'elle a déjà pensé. C'est la vie qui est créative. Donc, vous voyez, dans des lieux de vie. Et là, et comment ça se passe? Et, ah oui, toi, tu fais comme ça. Tu as essayé d'inventer ça. Et toi, tu fais aussi comme ça. Et j'essaye de voir comment il y a des valeurs communes de fond. C'est des valeurs fondamentalement sur les relations, sur prendre soin des relations, sur prendre soin des corps vivants, sur la concrétude du monde. Avant, on pourrait, dans certains bouquins, j'en parle aussi. Et c'est ça qui me paraît, ah oui, bah oui, c'est bon. Hein. Mais chacun le colore à sa façon, à la façon du groupe, à la façon de la personne. Donc ça c'est multicolore, toute cette affaire-là. Mais il y a du commun, de fond, et c'est ça qui fait une civilisation nouvelle. Et ça se passe dans plein d'endroits, et il y en a de plus en plus. Alors c'est vrai que j'ai changé mes lunettes, donc j'en vois plus, mais je pense vraiment qu'il y en a de plus en plus, celui-là. Et vous en faites partie, Gaëlle, en venant vers moi. Ah oui, tiens, vous aussi alors. Ah oui, super ça. Et dans les entreprises, en fait, ou les entredonnes, effectivement, c'est un beau nom à leur donner. On a peut-être les entreprises libérées, les coopératives, les SCOP, mais pas que, sans doute. Alors voilà des exemples où il y a c'est des statuts qui sont censés favoriser ça, mais c'est pas toujours le cas. Mais il y a 1000 formes possibles. Il peut y avoir une entreprise, je dirais, avec des actionnaires dits privés, qui peuvent être très situation de la vie, et puis des coopératives qui ne le sont pas du tout. Hein. Donc moi, c'est la variété des formes qui m'intéresse, mais à condition que le fond soit tenu. Quoi. Le but du jeu, c'est pas de faire croître l'argent, c'est faire croître les relations. Voilà. Il y a toujours de la croissance, mais c'est de la croissance relationnelle et qualitative. C'est pas de la croissance quantitative qui se mesure en chiffres et donc en argent. La tragédie des entreprises du néolibéralisme, c'est que l'argent est la finalité. Alors que pour les entredonnes, l'argent est un moyen important, mais est un moyen. Les transactions ne sont d'ailleurs pas toutes forcément en argent. C'est pour ça que c'est autour de la question du travail, tout reprend du sens à ce moment-là. Donc effectivement, c'est plutôt dans des pas trop grandes, mon expérience, parce que nous les humains, nos corps vivants, ils peuvent être en relation sensible avec quelques centaines de personnes, mais pas des dizaines de milliers, quoi. Donc si on veut dans une entredonne pouvoir voir un peu ce que elle fait dans son ensemble, parce que c'est ça qui compte pour que je donne le meilleur de moi-même, il faut que je sois pas un rouage isolé, là, il faut que je puisse un peu voir l'ensemble, quoi. Et donc, c'est quelques dizaines, centaines de personnes à ce moment-là. Et donc, l'enjeu politique qui m'intéresse et que je sais pas très bien comment on va y arriver, c'est comment, mais comme on est comme 8 milliards sur la planète aujourd'hui, nous les humains, comment on va y arriver à s'organiser à 8 milliards. Et c'est là où j'ai plutôt le concept de subsidiarité ascendante, où c'est de petits groupes qui va à une échelle supérieure déléguer du pouvoir, alors pas du pouvoir de dominer, mais du pouvoir de réseauter, tout en gardant le pouvoir faire à la base. Donc j'inverse la subsidiarité, non pas descendante comme dans la modernité, où il y a des experts qui savent ce qu'il faut faire et puis les autres l'appliquent à la bonne échelle. Là, la vie est d'abord à une échelle où la relation peut se vivre dans son ensemble, et ensuite il y a une délégation à des échelles supérieures. C'est ça un peu que j'essaie de voir comment ça se passe. Et aujourd'hui, on a encore jamais fait ça, quoi, à cette échelle-là. Hein.
Oui, c'est vrai qu'il y a pas mal d'expériences aussi, on en parlera peut-être une autre fois, mais au niveau de la manière de gouverner, même des pays, qui partent de la sociocratie ou d'autres logiques, d'autres approches pour essayer de voir comment ça peut se passer effectivement différemment. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir, même si on n'a pas tous les réponses, c'est juste que c'est possible en fait, et c'est pas une fatalité de continuer comme on est jusqu'à ce que mort s'en suive en fait, c'est vraiment pas une fatalité. Oui, et c'est pour ça, moi, j'essaie de parler d'espérance. Ce qui n'est pas une fatalité, c'est que, comment dire les choses? Enfin, on est mal barré quand même, hein. On est mal barré au sens où si effectivement le réel est rationnel, comme le dit le philosophe Hegel, hein, qui est un peu le point d'orgue de cette modernité rationnelle mais dans sa puissance aussi. Si le réel est rationnel, tous les indicateurs sont au rouge aujourd'hui, continuent de rougir, climat, biodiversité, social, et on continue les bêtises. Alors, est-ce qu'on n'est pas intelligent, nous les humains? Qu'est-ce qui se passe, quoi? Ben, rationnellement, ça passe pas, quoi. Et donc, genre, l'éco-angoisse, la solastalgie, elle est justifiée. Et l'angoisse de notre jeunesse aujourd'hui, effectivement, ils comprennent, non, mais c'est foutu, cette affaire-là. Mais si nous, de nouveau, croyons que le réel n'est pas que rationnel, qu'il y a des lieux où ça s'échappe, où il y a des espaces qui se passent, c'est là où l'espérance se glisse. On ne sait pas comment on va le faire, hein, mais on va trouver quelque chose. À condition qu'on se mette autour de la table et qu'on croit qu'on va trouver quelque chose. Et qu'on croit dur comme fer qu'on va trouver quelque chose. Et le miracle se passe. Les humains, quand on se met autour de la table sur une question difficile et que dans la confiance et l'espérance, on se met à chercher et à travailler, des nouvelles solutions arrivent. A fortiori, là, par exemple, si on met aussi les autres vivants autour de la table. Donc, c'est ça que je propose de dire. Donc, on est sur des notions qu'effectivement, que la rationalité peut pas attraper. L'espérance, elle n'est pas rationalisable. Mais notre expérience humaine d'humain vivant, c'est que l'espérance, elle est performative. Mais il faut rentrer dedans. Mais les institutions ne peuvent pas porter ça. Si je dis au cours des ponts, écoutez, on n'a pas la solution, mais on va se mettre dans l'espérance, bien sûr, ça n'a pas de sens. Donc je peux pas faire ça, quoi. Ça marche pas. Mais avec vous, Gaël, et avec d'autres, je dis, allez, on y va. Et là, ça marche, quoi. Donc c'est ça qui me paraît assez fascinant. Et ça rejoint toutes les grandes spiritualités du monde, hein, aujourd'hui, hein. Toutes elles sont, sinon ça marcherait pas, elles seraient pas là, quoi. Vous voyez? Et donc c'est là aussi qui me fascine, c'est que on s'y met tous autour et on invente, on co-invente, on co-découvre de nouvelles façons de faire, de nouvelles façons d'être au monde. Chacun avec son trésor, chacun avec sa facette du diamant. Donc voilà, je suis un peu dans cette quête là, dans ce regard là. C'est un peu ce que j'ai compris de votre livre. C'est ce qui m'a aussi plu, c'est que vous dites pas: «On met tout à la poubelle et puis on recommence de zéro», mais dans chaque civilisation, il y a eu quelque chose d'intéressant, de pertinent, qu'on peut aller chercher et qui sont aussi des points d'appui pour construire ce monde de demain et cet avenir désirable Ah oui, ensemble. ça c'est, alors jusqu'à assez récemment, j'ai insisté beaucoup sur les discontinuités. Et là, effectivement, avec ce travail-là, je me suis rendu compte que nous héritions des situations passées, qu'on a ça dans notre sac à dos collectif, et que donc on peut prendre certains des éléments, les relancer, les réactualiser. Si je parle notamment des mythes si je prends le chamanisme, hein, ou l'animisme, hein, puisque ça monte en ce moment dans des tas de lieux, et c'est fascinant. On invente nous inventons une nouvelle façon d'être chaman. Alors, donc on va s'enseigner parce qu'on hérite. Donc on a plein dans notre sac à dos depuis tellement de milliers d'années d'histoire, quoi. Et les archéologues, les anthropologues, les conteurs nous racontent des histoires, mais écoutons, quoi. Et ça, on en refait quelque chose de neuf. Donc bien sûr, il y a de la discontinuité, et il y a aussi de l'héritage, de la transmission, de la tradition qu'on peut renouveler. Et c'est à cette articulation d'héritage et de toute nouveauté que les choses se passent. Et ça, c'est comme drôlement jouissif. Hein. Il y a quelque chose en moi qui est heureux de comprendre comment eux ils faisaient et de le relancer de façon neuve. Et c'est ça notre job, je pense. Pour ça, il faut s'intéresser à tout un chacun, de toujours à toujours. Enfin, ça, c'est cette polycuriosité, j'aurais tendance à dire, qui m'anime, mais je crois beaucoup d'entre nous. Et donc, c'est création, transmission, création, tradition, quoi. Mmh. Ouais, l'équilibre entre les 2, quoi. Est-ce qu'il y a une expérience à laquelle vous avez participé ou assisté qui vous a fait vivre ce genre de choses? Quelque chose, une forme de réussite ou que vous auriez vécu, que vous auriez envie de partager? J'ai vécu une assemblée de la forêt avec on était une quarantaine dans un bois pendant 5 jours, il y a 1 an. Essayer d'expérimenter justement une délibération avec les vivants non humains. Et donc ça, c'est une expérience qui était magnifique ah oui, c'est possible. Quand je dis décentrement.
Parce que aussi, on s'est un peu disputé entre nous parce que les humains, c'est pas faire un peu autre chose à un moment donné. Puis là, je sais pas, il s'est passé un peu miraculeusement. Voilà, et ben, il faut s'intéresser aux fourmis, il faut s'intéresser aux chênes, il faut s'intéresser aux ruisseaux. Et là, tout d'un coup, cet apaisement qui s'est passé entre nous, c'est au bout du deuxième jour. Là, il y a comme une communion. Je pense que le végétal, aujourd'hui, a beaucoup de choses à nous dire. Beaucoup de choses à nous dire. Voilà, je sens quelque chose de puissant. D'ailleurs, aujourd'hui, quand on parle notamment des arbres, de la forêt, plein de choses nous sont données par la science et par les mythes. Plein de choses. Et là, je sens quelque chose de très puissant au sens de vitalité qui apparaît de ce côté-là. Oui, et aussi bien dans la manière dont ils communiquent entre eux que la manière dont ils se régénèrent entre eux, qui est inspirante pour nous, et puis de comment, en présence du végétal, on peut aussi, nous, peut-être modifier notre rapport au monde. Et puis s'émerveiller, comme vous le dites, c'est aussi là qu'on ressent de la gratitude, qui est quand même l'une des plus belles émotions. Ça donne de l'enthousiasme et de la joie, et souvent de l'énergie aussi, pour faire des choses nouvelles, différemment, pour soutenir les autres, etc., quoi. Est-ce que, pour conclure, vous aimeriez partager un message, une lecture qui vous a inspiré, des propos qui vous inspirent encore aujourd'hui? Alors, il y a beaucoup de pensées vraiment bonnes du côté effondrement, qui disent voilà pourquoi ça plante. Ça commence à venir de l'autre côté, du côté des émergences. Hein. Bon, le dernier livre de Gaël Giraud sur une théologie politique de l'Anthropocène, composer un monde commun, et comment une tradition large apporte son obol. Et il y a un autre livre que j'ai en ce moment d'un philosophe chinois qui s'appelle Zhao Tiang, qui s'appelle Tianxia, tous sous le ciel. C'est la même dynamique. Tous ensemble, comment on va faire? Donc, c'est plutôt la tradition confucianiste, taoïste confucianiste, qui est comment on va rassembler nos différences. Et j'ai trouvé que ça colle, quoi. Chacun avec sa facette, quoi. De la philosophie pour trouver des façons de s'organiser ensemble, pacifiquement, dans nos immenses différences, mais essayant d'attraper du commun profond. Il y a Charles Péguy que je lis beaucoup. Parce que Péguy, il a un siècle, il est mort en 1914, et il a vu d'avance l'effondrement de la modernité. Et il a vu aussi d'avance ce qu'on pouvait faire, quoi. Donc il est très large, il a souvent été mis dans des cases qui est assez injuste. Donc j'essaie beaucoup de lire Péguy parce qu'il était c'est un homme libre. Enfin, moi, ce qui m'intéresse, c'est des gens libres. Donc souvent ils sont décalés par rapport à leur situation historique. Hein. Puis il y a un philosophe aussi qui est peu connu qui s'appelle Henri Maldinet, qui est mort en 2013 à 101 ans. Un philosophe un peu la grande tradition de la phénoménologie française qui essaie de penser l'acte de la création, quoi. Et son dernier livre est un livre qui est assez difficile, qui s'appelle Ouvrir le rien, l'art nu. Ça s'adresse aussi à l'art, à l'acte de création, au rien. Et là, c'est un philosophe occidental qui va aussi chercher à penser le vide créatif. Et là, il va chercher aussi du côté de l'Orient. Donc, vous voyez, c'est ces penseurs qui vont élargir, qui vont aller chercher loin, dans une tradition, qui vont essayer d'ouvrir et de métisser, de faire du neuf avec ça, quoi. C'est un autre penseur important pour moi, c'est Édouard Glissant, qui est là sur la créolisation du monde, un penseur des Antilles, qui là aussi va essayer à travers l'Afrique, l'Amérique, l'Europe, qui s'est passé dans les Antilles de façon très très douloureuse et qui aujourd'hui peut-être peut faire pas peut-être sûrement, mais est en train de faire du tout neuf, ce mot de créolisation. Donc de ces rencontres quelque part imprévues, qui sont difficiles et puis qui deviennent créatives. Voilà quelques auteurs qui m'animent et qui me nourrissent. Merci beaucoup, Olivier. Merci beaucoup, Gaëlle. Merci à vous pour votre écoute. Si vous souhaitez contacter Olivier Frérault, en savoir davantage sur ses actions, ses livres, vous trouverez toutes les informations utiles dans la description de cet épisode. Ce podcast n'est pas seulement le mien, c'est aussi le vôtre, c'est le nôtre. Si vous voulez contribuer, intervenir, proposer, contactez-moi. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le autour de vous, mettez des étoiles pour le noter et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains. À très bientôt.